Cet été, Aspic est en mode plage, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Prenez votre tuba et plongez entre les vagues des articles d'analyse des rédacteurs de la Gazette du Sorcier. Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue pour ce nouvel épisode de Plage, le podcast de lecture analytique gazétien estival. Je suis Noémie, responsable des illustrateurs de la Gazette ainsi que de la version papier, et aujourd'hui je vous propose de rentrer dans les coulisses de l'article Être sœur dans Harry Potter avec son autrice, Moon. Salut Moon! Salut Noémie. Présente-nous un peu qui tu es, ce que tu fais, ta maison, tout ça. Alors, au sein de la Gazette, déjà, je suis principalement rédactrice. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout les articles de fond sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et plus récemment, je me suis proposée pour faire partie du club de lecture. Et sinon, je suis journaliste dans la vraie vie et je suis à Gryffondor. Présente-nous un peu ton article. Comment est-ce que elle est venue cette idée d'écrire cet article? Parce que généralement, ces relations ils sont souvent mises au second plan derrière des relations plus fraternelles du type Ron et ses frères, les jumeaux Weasley, Sirius et Regulus, ce genre de personnes du coup masculines. C'est vrai. Alors, tout simplement, en fait, quand on fait partie de la Gazette du Sorcier, on a un petit logiciel et dessus, on a une liste d'articles à traiter, pour être tout à fait honnête. Et il est vrai que ce titre faisait partie, en fait, de cette fameuse liste. Quand je suis tombée dessus par hasard, c'était justement, moi, une période où, dans ma vraie vie personnelle, j'étais hyper concernée par tous ces sujets qui traitent de la sororité, des femmes, etc. Pour vous donner un exemple, je finissais tout juste de lire le livre Sorcière, La puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est vraiment génial. Et voilà, j'avais commencé Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, donc vraiment des lectures hyper féministes et tout, mais surtout des livres qui portent sur la femme, sur les relations qu'elles ont entre elles et avec les autres, avec le monde qui les entoure. Et en fait, le lien sororal me fascine énormément. Et ce titre, c'était du pain béni pour moi, quoi. Donc je l'ai choisi. Je vois. Mais du coup, t'as fait des recherches pour l'article, t'as utilisé certaines sources en particulier, sur quoi tu t'es appuyé et comment est-ce que t'as voulu organiser justement cet article? Alors, je pense que c'est important de le rappeler, mais en fait, quand on écrit un article d'analyse, je pense que voilà, notre source première, c'est vraiment le texte en lui-même. Le récit, les mots sont déjà une source hyper, hyper riche pour un article d'analyse. Donc, je me suis tout simplement replongée dans Harry Potter, dans la saga, depuis le début, pour justement revenir à cette genèse, ces différentes relations, voilà comment qu'elles se sont construites au fur et à mesure des opus. Et plus globalement, il y a plein de fois où mes cours de prépa, donc j'étais en prépa Hippocagne puis Cagne, m'ont servi, notamment pour parler par exemple des trois sorcières de Macbeth. C'était un cours qui m'avait marqué et donc j'étais ravie de voir que y avait un lien entre les sœurs Black et les sorcières de Macbeth. Et puis il y a quelque chose par exemple qui sert toujours dans Harry Potter, c'est ce qu'on appelle l'onomastique. Donc c'est en fait tout simplement le fait d'analyser le nom d'un personnage, de mettre en lien l'étymologie du nom avec le caractère du personnage et ses actions dans le récit. Et ça, c'est une source, c'est plus un procédé littéraire qui fonctionne toujours hyper bien. Et dans cet article en particulier, ça fonctionne très très bien. Et voilà, globalement, je pense que tout ce que je lis en général m'a servi. Enfin, comme je dis, c'est un truc dans lequel je baigne personnellement, donc ça ressort un petit peu à la demande, quoi. Je pourrais en parler pendant des heures. Tout simplement. Et pour l'organisation, tout simplement, j'ai choisi d'aborder chaque fratrie séparément. C'est vrai que voilà, plus j'y pense et même avec le recul, je me rends compte qu'en fait, même si j'avais voulu faire le lien entre ces fratries, je sais même pas si j'aurais pu, puisqu'elles ont aucun point commun, sinon le fait d'être sœurs, quoi. Ces différentes sœurs justement, elles sont incomparables et elles ont tout un fonctionnement vraiment qui leur est propre, quoi. Les Evans, les Delacour, les Patty, les Black, elles ont aucun rapport entre elles. Enfin, voilà, il y a aucun moyen de les comparer vraiment intrinsèquement, quoi. Je vois. Et est-ce que tu as découvert ou appris vraiment quelque chose qui t'a particulièrement marqué justement en travaillant sur cet article et sur cette analyse justement?
Bah oui, à fond, à fond. C'est vrai que j'ai adoré justement, pour reparler un peu de l'onomastique, mais j'ai adoré revenir sur l'étymologie des noms. C'est hyper flagrant, enfin vraiment, on peut pas ne pas le voir et ne pas chercher à comprendre en fait tous ces personnages, pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça, etc. Donc voilà, un peu cette idée de Lily la douce, Pétunia la vénéneuse, Bellatrix la belliqueuse. Et c'est vrai que ouais, c'est flagrant quoi, c'est génial. Et voilà, j'ai fait plusieurs années de latin et encore maintenant, j'adore apprendre de nouvelles choses par rapport à l'étymologie. Et on imagine toujours justement des origines très anciennes dans le latin, dans le grec, un peu dans des langues mortes. Et par exemple, là, j'ai découvert que le prénom Pétunia avait pris tout son sens à l'époque victorienne, ce qui est donc très récent. Et en fait, là où j'ai le plus appris, c'est avec les sœurs Patil. En fait, je connais vraiment rien, enfin voilà, quasi rien de la culture hindoue. Voilà, je connais juste le fait que leur société est divisée en castes et que tout en bas il y a les intouchables et que c'est assez affreux ce qu'ils vivent. Et là, justement, ça m'a permis de me plonger un peu dans le sanskrit, donc leur écriture, etc., pour m'apercevoir justement que Padma et Parvati, ça avait quasiment la même façon de s'écrire, ce qui est hyper flagrant puisqu'elles sont jumelles. Et puis, il y a eu énormément de sites qui parlaient de la symbolique des couleurs en Inde, qui est extrêmement forte, qui est très très exploitée en plus par les hindous eux-mêmes. Et donc ça m'a permis de comprendre en fait plein de choses, encore plus de choses de la saga et des choix de J.K. Rowling, surtout au sujet des deux robes qu'elle avait imaginées pour les deux sœurs lors du bal dans le 4e tome. Ouais, c'est sûr que ça fait du coup après toute la symbolique prend forme, quoi. C'est ça, tout découle en fait ça devient, c'est clair Évidemment. comme de l'eau de roche quoi. Donc comme quoi ça vaut vraiment le coup parfois de creuser quelque chose qui paraît voilà juste des belles couleurs, une belle robe pour une soirée. Ben non, en fait elles sont Ouais, d'origine hindoue. finalement, il y a Ces beaucoup couleurs-là, plus. évidemment, c'est pas du hasard quoi. Ouais, il y a beaucoup plus derrière, quoi. C'est toute une symbolique Exactement. culturelle. Et ça, voilà, moi, qu'est-ce que j'en savais avant de lire tout ça? Ben, pas grand-chose. Voilà. Bah, justement, j'ai beaucoup aimé le fait de voir justement les trois aspects de ce rapport à la magie, justement, comme tu parles. Le fait de cette relation vraiment conflictuelle, Lily et Pétunia, qui est aussi, justement, comme on disait avant, liée à la signification de leur prénom. L'amour de Gabriel et Fleur, qui est aussi avec cette dimension de signification du prénom. Et l'aspect du trio Bellatrix, Andromeda, Narcissa. Tu as toujours, enfin tout de suite eu l'idée justement de cette organisation, de ce rapport justement à la magie, où ça t'est venu au fur et à mesure justement des recherches. Alors non. En fait, déjà, les premières sœurs qui me sont venues en tête, ce sont les sœurs Black. Je sais, enfin voilà, le trio là m'a tout de suite, c'était mon bloc de départ. Euh, Justement, parce que voilà, en fait, il faut savoir qu'en littérature, le fait qu'elle soit justement en trio, c'est déjà hyper intéressant, c'est déjà hyper riche. Voilà. J'aime beaucoup le fait qu'elle représente, voilà, qu'elle soit justement une représentation antagoniste des trois grâces de la mythologie. Les trois grâces qui incarnent la beauté, la créativité et le charme. Il y a une polarisation du coup du bien et du mal qui est très très forte. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi donc cette fameuse, comme tu disais, graduation dans le rapport à la blackitude, si on peut dire. Et encore une fois, ce type de configuration, c'est vraiment du pain béni quand on analyse un texte, un récit. Je pense aussi par exemple au fait que le fait qu'elle soit trois, ça peut également nous faire penser aux trois parcs de la mythologie grecque, ou encore plus loin à la Trinité. Et ce qui est intéressant, c'est toujours voilà, de partir un peu de ça et de tenter de faire le lien si jamais c'est possible. Et en l'occurrence, là, ça a très bien marché avec les trois sœurs, avec les trois sorcières de Macbeth. Et puis après, donc, ce qui m'a demandé le plus de recherche, c'est donc les sœurs Evans. Donc on avait évidemment conscience qu'il y a ces deux sœurs, hein, puisque c'est dès les premières lignes d'Harry Potter qu'on apprend l'existence de Pétunia et voilà. Et donc le fait que justement Lily soit décédée, ça a rendu un petit peu les choses plus difficiles puisque il fallait vraiment piocher le peu d'éléments qu'on a sur elle. Ouais, que des souvenirs quoi. C'est ça exactement. Et donc ça déjà c'était un petit peu une enquête, donc moi ça m'a énormément plu forcément. Et le fait justement qu'elle soit morte,
ça cristallise complètement le rapport des deux sœurs. Je trouve que vraiment, si Lily avait été en vie, je pense que le côté noir, voilà, jaloux, malsain de Pétunia aurait été beaucoup moins accentué. Là, le côté doux, aimant, généreux de Lily est idéalisé au possible. Et c'est justement dû au fait qu'elle n'intervient jamais directement dans l'œuvre, je pense. Et donc voilà, la noirceur de Pétunia, elle devient complètement insupportable. C'est vraiment la survivante maléfique de ce duo. Et pourtant, on apprend que dans l'enfance, elles ont connu des jours heureux, quoi, ce qui est complètement dingue. Et c'est encore plus touchant quand en fait on sait que, enfin on comprend facilement hein, quand on est adulte, je pense, les enfants s'en rendent peut-être pas compte, mais en fait Pétunia c'est juste une femme qui souffre énormément et la jalousie pour sa sœur l'a complètement mangée au fur et à mesure des années. Donc en fait c'est hyper triste quoi. Et surtout le fait qu'il n'y ait jamais pu avoir de discussion après, quoi. Justement, vu qu'elle est partie, ça s'est stoppé net et cette rancœur continue d'exister et de grossir. Exactement. Ah, totalement, c'est ça, j'en parle aussi dans l'article. Enfin moi, ça me fait limite penser à une tragédie grecque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution à la fin, il n'y a pas de réconciliation. Et voilà, chacun reste avec avec sa haine, et on sait à quel point la haine est complètement destructrice, quoi. Ça paraît fou. Pour sa propre sœur, quoi. Enfin, c'est dingue. Et puis, voilà, et donc il y a ces fameuses sœurs de la cour. Ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, je les avais un petit peu oubliées, pour être honnête. En fait, je m'en suis rappelée au moment justement où l'article avait déjà été relu et je me plongeais dans Harry Potter 4, donc vraiment la grosse honte. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, il y a ce duo un petit peu, tout frais, sorti d'un conte de fées qui est là, qui existe, donc ça rentre parfaitement dans le sujet. Et donc c'est hyper drôle parce que justement cette relation elle est très peu développée. On sait très peu de choses de Fleur et Gabriel. On a déjà des prénoms, encore une fois, qui sont très, très, très lourds de sens. Et donc, justement, l'analyse, elle porte sur le peu de choses que l'on sait à propos de ces deux sœurs. Et toutes les images qu'on a d'elles sont très fortes. Enfin, c'est clairement la solidarité, l'amour inconditionnel. Voilà, cette sororité hyper, hyper saine, hyper forte. Enfin, tout ce qu'on rêve d'avoir quand on a une sœur, par exemple, on apprend qu'on va avoir une petite sœur, voilà, on se dit qu'on va la protéger, qu'on va l'aimer, qu'on va lui montrer le monde, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'est voilà, moi j'ai une sœur par exemple et j'ai une relation hyper saine avec elle. Enfin, c'est génial, j'adore ma sœur. Et c'est un peu une projection justement de Fleur et Gabriel, quoi. Si on devait un petit peu écrire la relation que j'ai avec ma sœur, ça ressemblerait plus à la relation de Fleur et Gabriel qu'à celle de Lily et Pétunia, qui est terrible, par exemple. C'est mieux. Oui, c'est mieux, mais je sais que c'est pas toujours le cas. Parfois, les sœurs ne s'aiment pas aussi dans la vraie vie. Mais c'était agréable, je trouve, aussi d'avoir quelque chose de très positif, de très sain, très simple. On développe beaucoup la fratrie Weasley. Il y a beaucoup de positifs. On sait que voilà, ils se charrient. Mais c'est toujours, il y a toujours ce côté bon enfant. Et finalement, on sait qu'ils sont toujours là les uns pour les autres. Ils se soutiennent, voilà, un petit peu dans leur galère hein, de la vie. On sait que les Weasley n'ont pas la vie simple. Et du côté des filles, il y avait pas ce côté sain, cool, quoi. Genre chouette, j'ai une sœur. Enfin, ça peut être chouette aussi. Il y a toujours un côté un peu malsain au niveau des filles, généralement, un peu le cliché classique de les filles, c'est du crépage de chignon. Je suis complètement d'accord avec toi. Et alors, pour le coup, bon, les sœurs de la course, c'est pas elles qui vont casser les clichés, hein, parce que c'est la douceur, la gentillesse. Enfin voilà, elles sont très clichés aussi, mais au moins elles ont ce mérite de nous prouver que voilà, les sœurs peuvent être juste bien s'entendre et être soutenantes l'une pour l'autre. Les sœurs Patil, elles rentrent pas dans cette... Enfin, je les ai pas considérées comme ça puisqu'elles sont jumelles et je trouve que ça apporte encore un degré... Enfin voilà, j'aurais pas analysé les sœurs Patil dans le fait qu'elles s'entendent bien, quoi, puisqu'elles sont jumelles, il y avait déjà tellement de choses à dire à ce propos que voilà. De connexion, de fusion qui est plus complexe à décrire. Oui, et puis tout à fait, carrément. Et puis, alors autant ça, c'est ce que j'espérais trouver dans les écrits, justement quand je suis revenue un petit peu au texte lui-même, j'avais l'espoir je sais pas, d'avoir des petites phrases comme ça, placées un peu ici et là, du genre elle a fini sa phrase, ou alors elles se comprennent sans se regarder, mais en fait pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on nous dit d'elle.
Elles sont dans 2 maisons différentes dans les livres. Elles sont complémentaires au niveau de leur robe aussi. Et c'est tout, en fait. Finalement, c'est pas plus exploité que ça, quoi. Ouais, Donc c'est voilà, plus une petit regret là-dessus. complémentarité, quoi. Ouais, voilà, plus que leur ressemblance. Je pense que justement, ça fait aussi un peu de bien du fait que les jumeaux Weasley sont très justement dans le côté l'un est le reflet de l'autre. Et que là, du coup, il y ait deux jumeaux qui justement ne sont pas vraiment le cliché des jumeaux qui l'un finit la phrase de l'autre, ils sont identiques, la mère les confond, où chacun a vraiment sa personnalité, donc et dans chacun dans une maison différente et a ses propres amis et ce genre de choses, quoi. Les jumeaux Weasley, enfin, il y a tellement à dire sur eux, mais voilà, leur gémilité, on n'en peut plus, quoi, à la fin. Donc les sœurs Patine, en effet, sont pas du tout mises sur le même... Enfin, elles sont pas du tout présentées de la même manière, et ouais, c'est intéressant aussi en soi. Et justement, tu comptes faire un update de cet article avec les personnages des animaux fantastiques comme Tina et Queenie? Mhm. Eh bien, très bonne question. En fait, ça pourrait être une super idée. D'ailleurs, comme je te le disais, je peux vraiment parler de ce genre de sujet pendant des heures, enfin, même écrire beaucoup, ça m'intéresse énormément. Mais il est vrai que personnellement, pour moi, la saga Harry Potter, donc du tome 1 au tome 7, c'est un microcosme vraiment à part entière. Et faire un update en rajoutant ce duo-là, je ne pense pas. Mais en revanche, ouvrir un nouveau chapitre avec ces duos, enfin ces différentes fratries qui pourra y avoir peut-être à l'avenir. Pourquoi pas? Moi, ça me dit forcément. Ça me botte à fond. On va attendre le 3e opus, voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, exactement. C'est ça. Bah écoute, je te remercie Moon d'avoir pris ce temps pour nous parler de ton article. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Génial. Vous pouvez suivre du coup la sortie des épisodes de Plage tout l'été sur la page Facebook de l'Académie des Sorciers et de la Gazette du Sorcier sur Twitter avec l'arrobase aspic-GDS comme Gazette du Sorcier. N'hésitez pas donc voilà à partager vos réactions sur les réseaux, par mail à rédaction@gazette-du-sorcier.com et bien sûr sur notre Discord où on a du coup tout un serveur pour vous. Vous pouvez voilà aussi nous soutenir sur le Tipeee de la Gazette. Et chers auditeurs, n'oublie pas, Prends ta bouée d'abord.